Bonsoir à tous. On va pouvoir commencer gentiment cette nouvelle visioconférence. Alors aujourd'hui, on va aborder la thématique de l'adaptation du jardin face au changement climatique et plus particulièrement la végétalisation et le fleurissement. Donc, moi, c'est Julie pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontrée. Je m'occupe du coup de toute la gestion du cycle de formation pour les particuliers, entre autres. Et je suis conseillère technique à côté pour la SBL Adalia. Donc, Adalia, c'est une ASBL qui est née en 2001, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est née en 2001 et qui s'est fait connaître initialement grâce à la fourniture de kits d'élevage de papillons et de coccinelles à destination des écoles. Donc, la SBL est active dans le secteur des espaces verts dans toute la région wallonne. Et on travaille, les deux grandes missions, c'est de promouvoir la conception et la gestion des espaces verts, aussi bien publics que privés, en y donnant plus de place à la nature, et d'accompagner, de conseiller et de sensibiliser sur toutes les alternatives aux pesticides et sur la gestion écologique, donc aussi bien le public particulier que professionnel. Et au niveau des quatre grandes campagnes qu'on mène, il y a les coccinelles, les papillons, donc les kits, comme je viens de signaler. On a aussi une grande campagne, le printemps au naturel, qui dure 3 mois au printemps, du coup, et qui rassemble plein d'événements sur toute la Wallonie avec une grande fête pour clôturer l'événement qui avait lieu en juin. On a aussi un label Wallonie en fleurs pour les communes qui souhaitent végétaliser durablement leurs espaces verts. Et alors, on a un label pour les jardineries qui veulent donner des conseils à leurs clients sur des alternatives aux pesticides. Et donc ce soir, c'est Perrine qui va nous présenter la thématique. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée lors de la première partie de l'adaptation du jardin face au changement climatique, qui parlait de la gestion de l'eau. Donc pas de panique si vous n'avez pas vu la première partie, c'est pas un problème. Les deux formations sont complémentaires, mais c'était pas indispensable de suivre la première partie. Et donc Perrine, elle est arrivée chez Adalia il y a 2 ans. Elle est conseillère technique et elle s'occupe entre autres du projet Wallonie en fleurs dont je viens de toucher un mot. Et elle est du coup assez passionnée par tout ce qui est fleurissement. Elle est diplômée en conception d'espaces verts et en gestion de projets environnementaux. Perrine, je vais te laisser la parole. Oui, merci, pardon, de bien laisser vos micros coupés comme d'habitude. N'hésitez pas à interagir dans l'outil conversation. Et alors, en fin de présentation, si vous souhaitez prendre la parole, il y a un petit onglet lever la main, donc n'hésitez pas à agiter votre petite main pour vous adresser directement à Perrine. Voilà, je te laisse la parole, Perrine. Oui, merci Julie. J'espère qu'on m'entend bien. S'il y a quoi que ce soit, Julie, n'hésite pas à m'interrompre au niveau technique si tu remarques quelque chose ou si on te fait part d'un souci Ok. technique. Et donc voilà, je pense que Julie a bien introduit la soirée, donc on va passer directement dans le vif du sujet. On va d'abord avoir quelques minutes un peu dépressives, hein, mais on va vite être orienté solution, je vous le promets. Mais bon, avant ça, il faut quand même recontextualiser et voir pourquoi et comment on peut mettre des actions en place en termes d'adaptation. Et donc voilà, le changement climatique ben, est déjà là, est déjà bien présent. Je pense qu'il y a pas mal ben, de choses que vous avez dû remarquer à propos de ces phénomènes et de ces dérèglements. Et donc, ben, il y a déjà une première chose qui a été mise en lumière par le GIEC, qui est ben, le groupe d'experts intergouvernemental qui s'occupe de l'évolution du climat et qui a créé des modèles en fonction des actions qu'on mettra ou non en place pour réduire nos impacts et qui montre bien que voilà, donc il y a déjà une hausse des températures qui a été constatée depuis 1900 et qui va sensiblement s'accélérer dans les prochaines décennies et qui, en fonction des actions qui seront mises en place pour atténuer nos impacts, ben, on se rapprochera plus ou moins des modèles euh,
les plus optimistes, hein, donc la courbe verte dans ce cas-ci. Et ça va être le rôle de chacun de s'y mettre. Et donc, comme je vous le disais, on voit déjà dans le monde entier, mais pas très loin chez nous aussi, on voit les effets de ce changement climatique. Ces photos doivent vous parler. C'est pas sorti de film catastrophe, comme je l'ai dit la première fois, c'est une réalité. Et ça prouve à quel point nos territoires sont fragiles par rapport à ces dérèglements. Et donc l'idée, c'est justement c'est de voir comment on peut mettre en commun et comment chacun à notre échelle, on va pouvoir être plus résilient face à tout ça. Il y a une chose qui va vous permettre aussi de mieux comprendre le développement de certaines parties de ce webinaire, qui a été mis en lumière à nouveau par le GIEC et l'IPBES, qui est son pendant au niveau biodiversité. Ils ont publié un rapport qui met en évidence l'interdépendance de ces deux grandes menaces environnementales, qui sont l'érosion de la biodiversité et les dérèglements climatiques. Et ils mettent en lumière dans ce rapport qu'on ne pourra agir positivement que si on s'attaque aux deux problèmes de front, parce qu'ils sont intimement liés. D'ailleurs, le changement climatique est la troisième cause de l'érosion de la biodiversité. Tout ça vous allez comprendre par la suite pourquoi certaines actions en faveur de la biodiversité sont importantes dans l'adaptation au changement climatique. Et donc, tous ces dérèglements climatiques qu'on connaît déjà, hein, mais qui sont amenés à s'accentuer dans les années à venir, même avec les modèles les plus optimistes. Donc voilà, sans être trop alarmante, même si on se rapproche des modèles optimistes, il va y avoir des périodes d'événements climatiques de plus en plus violents, hein. On a pu le remarquer déjà ces dernières années. Donc, on va avoir des périodes de sécheresse prolongée, d'une hausse des températures. Donc, ce n'est pas la seule cause du dérèglement climatique. On va avoir des pluies torrentielles, des grêles, des vents violents, enfin vraiment des choses qui vont toucher, qui vont fragiliser tous les êtres vivants dont nos jardins font partie. Et donc, ce monde végétal va souffrir aussi de ces dérèglements. Alors, si on s'intéresse vraiment au monde végétal, il y a ces périodes de sécheresse et hausse des températures vont créer des dérèglements, par exemple, dans leur comportement. Donc, on va avoir des, des essences qui vont bourgeonner plus tôt que prévu et qui, du coup, seront en décalage par rapport, par exemple, à leurs pollinisateurs, ou qui vont bourgeonner, mais qui ne seront pas prêts du coup à résister à des périodes de gel qui vont suivre. Donc voilà, tout ça va créer vraiment des soucis. Ces périodes de sécheresse vont aussi créer des manques d'eau, donc des stress hydriques, des fragilisations au niveau de leur résistance. Les pluies torrentielles, grêles et vents violents vont créer d'autres problèmes. Donc, étant donné qu'ils vont souffrir d'excessivité d'eau, là, dans ce cas-là, ça risque d'asphyxier les racines. Une augmentation de l'érosion des sols due aux vents violents et aux autres épisodes assez violents. Et du coup, les arbres vont être plus sensibles aux maladies, ils vont être blessés, etc. Donc voilà, tout ça va faire en sorte qu'on va on va se servir en partie de la nature. Pour être plus résilient, mais on va devoir lui donner aussi les chances de résister et lui mettre enfin, des actions en faveur pour qu'elle puisse, elle aussi, être la plus résiliente possible. Et donc, effectivement, comme je le disais, ce webinaire a été divisé enfin, c'est un cycle de 2 webinaires parce que dans l'adaptation au changement climatique, il y a vraiment 2 grands axes d'action. Il y a d'abord tout ce qui concerne l'infiltration des eaux de pluie et la gestion optimisée de l'eau, où on va essayer de se rapprocher du cycle naturel de l'eau au maximum, revenir à ça justement pour profiter de cette eau de pluie qui n'a pas à être renvoyée vers les égouts et qui a à être infiltrée au plus près de là où elle tombe. Et donc ça a fait l'objet d'un webinaire en avril. Et ici, on va plutôt développer l'aspect végétalisation et de voir comment elle peut nous aider à lutter contre ce changement climatique ou en tout cas à s'adapter et comment nous, on peut l'aider aussi à lutter à son échelle contre ces attaques.
Et donc oui, comme je vous le disais juste avant, donc autant elle va nous aider, elle va servir à plein d'égards de solutions. Autant elle aussi souffre. Ici, par exemple, sur la photo de gauche, on voit un arbre qui fait une descente de cime. Et donc, une descente de cime, c'est vraiment une réaction de l'arbre qui va être un état de survie et qui, du coup, va ne plus envoyer de sève dans le haut de son pied et va repartir sur des branches inférieures. Donc ça, c'est un signe qu'il est en souffrance par rapport à des sécheresses prolongées, par exemple. Et sur la photo de droite, on voit comment certaines villes, sans le citer, qui est Amsterdam, a déjà compris il y a bien des années combien la végétation pouvait nous servir d'allié au sein de nos espaces urbains pour amener de la fraîcheur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous balader dans cette ville, mais toutes les rues, en tout cas la plupart des rues, mais c'est vraiment impressionnant comme on ressent cette végétation omniprésente au sein de l'espace urbain. Et donc, quand on parle de végétalisation à la rescousse de l'adaptation, on ne peut pas ne pas parler du phénomène d'îlot de chaleur, qui est, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, mais pour rappeler ce que c'est un îlot de chaleur, c'est une différence de température constatée au centre, dans les centres urbains en comparaison avec des zones rurales ou périurbaines où la végétation est plus présente et qui est due à nos activités humaines, mais aussi justement au fait que les espaces sont imperméabilisés, que les matériaux reflètent cette chaleur, enfin rejette cette chaleur emmagasinée et où du coup la végétation, elle, joue l'effet inverse dans les zones rurales. Ces îlots de chaleur, ça va créer quoi? Ça va avoir quoi comme conséquence? Ça va avoir un inconfort majeur puisque la chaleur va être plus importante au cœur de nos villes. Des risques de mortalité accrus, puisque, voilà, surtout pour les populations fragiles, un sommeil moins réparateur, et on sait combien le sommeil est important pour la santé et la récupération de chacun, l'accentuation de problèmes respiratoires. Donc voilà, on a tout intérêt parce que nous aussi, nos communes, mais nous en tant que citoyens, voilà, on est victime de tous ces changements et ça montre à quel point, à notre niveau, on doit agir aussi pour lutter contre tout ça. Ces températures vont en plus avoir, ces îlots de chaleur urbains vont en plus avoir un effet boule de neige parce qu'ils vont augmenter cette pollution. Ils vont créer du smog, donc qui est le mélange de brouillard et de pollution urbaine. Et ça va favoriser la formation d'ozone. Et donc voilà, c'est un peu une chaîne sans fin contre laquelle il faut lutter absolument. Alors, une petite question avant de démarrer les services écosystémiques que la végétation peut nous rendre. Je voulais vous poser une petite question et vous demander si vous aviez une idée de ce qu'un arbre mature en centre urbain peut évapotranspirer. Enfin, est-ce que son évapotranspiration correspond plutôt à 150 brumisateurs, à 20 ventilateurs réponse B ou à 5 climatiseurs en réponse C? Et donc, je vous laisse répondre dans le chat. Et puis, Julie, si tu sais me faire un petit topo de la majorité des réponses. Alors, on a pour le moment une majorité de réponses C. On a une réponse A et on a une réponse les trois. Allez, on Et comme le continue stress alors. de On va, l'essence. on va
découvrir la réponse. Et donc voilà, je vous avoue que je pense que l'enquête n'a pas été faite pour l'équivalent en brumisateur et en ventilateur, mais en tout cas, elle a été faite par l'ADEME, qui est l'Agence française de la transition écologique, et qui a pu déterminer qu'un arbre mature en, en pleine capacité de ses moyens, mais pouvait transpirer jusqu'à 450 litres d'eau par jour, soit l'équivalent de 5 climatiseurs qui tourneraient pendant 20 heures. Donc on peut se rendre compte à quel point voilà, ces arbres en ville sont incontournables et, euh, et sont une solution bien plus intéressante que les climatiseurs qui, eux, vont être une solution d'urgence, enfin pour répondre à des problèmes d'urgence, mais qui à terme vont, entre guillemets, par leur mode de fonctionnement, mais empirer, je vais dire, nos modes de consommation, là où les arbres, eux, vont nous permettre de nous adapter à moyen et à long terme de manière beaucoup plus résiliente. Et donc, quand on parle de climatiseurs, donc effectivement, les arbres urbains vont jouer un rôle essentiel de climatiseur naturel. Par le petit schéma qui est ici, on va vite comprendre qu'une partie du rayonnement va être absorbée directement par l'arbre, à l'ordre de 50%, qu'il va réfléchir un rayonnement de 30% et que 20% du rayonnement va être transmis et donc une zone ombragée va être atténuée à 80% de l'ensoleillement. Donc déjà rien que pour ça, on comprend bien l'importance de végétaliser nos centres urbains. Un petit schéma ici à côté qui vous demande les différences de température, mais donc comme quoi voilà, c'est un acte fort. Il n'y a pas que les arbres urbains qui vont jouer ce rôle-là. Donc, je le disais tout à l'heure, en termes d'îlots de chaleur, les revêtements qui sont utilisés ont leur rôle à jouer ont leur rôle à jouer. Et donc, plus on va végétaliser et plus on va renforcer cette sensation de fraîcheur et de réduction des températures. On le voit bien par le schéma du milieu où justement, au lieu d'emmagasiner cette chaleur et puis de la rejeter, en fait, l'air va aussi évapotranspirer et va rafraîchir l'air à sa manière. Et donc, la végétalisation, elle aura aussi d'autres avantages. Elle va être un capteur de pollution, tant au niveau de ses feuilles que de ses racines, donc air-sol. Elle va avoir un impact très important sur le bien-être. Il y a plusieurs études qui montrent que la présence de végétation à proximité de nos espaces de vie a un impact très positif sur la santé et le bien-être. Donc, ça va réduire le stress, ça va réduire certaines maladies, ça va favoriser l'activité physique, enfin voilà, ça a plein d'avantages aussi sur le bien-être et la santé qui ne sont pas à négliger. On voit d'ailleurs de plus en plus de travaux, là, à l'échelle des communes, où il est préconisé qu'il y a un espace vert disponible à proximité, à 500 mètres de chaque habitation. Alors, quand on dit espace vert, ça peut être aussi de la végétalisation de façade, etc. C'est vraiment le contact avec la nature. Ce qui va être important aussi dans la végétalisation, elle va permettre de développer le réseau écologique pour une meilleure résistance du territoire. Et donc, vous voyez sur ce petit schéma qui est en dessous que les jardins font partie effectivement du réseau écologique global. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a tout intérêt à notre échelle d'être acteur aussi de ces changements. Comme je viens de vous le dire, ceux qui bénéficient d'un jardin ou d'espaces verts privés, en tout cas, ont vraiment un énorme potentiel dans la promotion de la biodiversité et un effet positif sur le climat. Et donc, c'est pourquoi voilà, on a chacun notre rôle à jouer. On va voir maintenant différentes choses qu'on peut mettre en place à l'échelle d'un jardin ou d'un espace privé pour favoriser justement notre adaptation. Et donc là, c'est un peu le plan de tout ce qu'on va voir, de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc on va voir, ça peut paraître bateau, mais donc pourquoi on doit planter des arbres? Je pense qu'on a déjà un peu décroché le sujet.
Pourquoi la diversité est une des clés de l'adaptation? Alors, comment opter pour des végétaux qui sont adaptés à notre jardin? On va aussi parler du fleurissement durable, parce que c'est effectivement lié à l'adaptation, et comment on peut concevoir un parterre ou un espace de manière durable, avec un échelonnement des floraisons toute l'année. Et on va voir aussi, ben, justement, de poser des gestes qui vont permettre de zoner le jardin et de pouvoir créer des zones favorables à la biodiversité, tout en pouvant profiter de son jardin en fonction de l'utilisation. Et donc, donc pour ouvrir le bal, donc je le disais tout à l'heure, ça peut paraître bateau, mais si vous avez l'occasion et des espaces suffisamment grands pour planter des arbres, ben, on ne peut que vous inciter à le faire, évidemment, tout en choisissant des arbres qui s'adaptent à vos espaces. On verra pourquoi c'est important de choisir l'arbre qui correspond à votre espace. Mais pourquoi planter des arbres? Ben, un peu pour toutes les raisons que je vous ai citées avant. C'est parce qu'il va vous procurer une ombre importante. Au vu de leur taille, c'est sûr, les super-héros dans le monde végétal à ce niveau-là. En termes de quantité d'évapotranspiration, de quantité de nourriture disponible, hein, je pense aux tilleuls, par exemple, et au renfort des corridors écologiques qu'on a sur nos territoires. Donc voilà. Après, planter des arbres, ça ne veut pas dire qu'il faut planter des forêts denses dans nos jardins, hein. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. Il vaut mieux choisir les espèces qui vont correspondre à vos espaces et de pouvoir en profiter pleinement. Surtout de ne pas prendre des arbres qui vont avoir un trop gros développement pour l'espace dans lequel il est, parce que si vous devez lui imposer des tailles strictes, il va en souffrir, hein. Et Dieu sait si ici on veut des arbres qui sont en bonne santé. Donc il faut jamais oublier qu'un arbre qui est taillé de manière trop stricte va avoir des stress et va être fragilisé par la suite. On va devoir respecter, mais ça c'est un peu valable pour tous les végétaux, ces demandes en termes d'ensoleillement, de qualité de sol, de conditions. Et ne pas oublier non plus que justement, contrairement à des vivaces ou à d'autres plantes qui vont avoir une durée de vie moins importante, l'arbre que vous allez planter aujourd'hui, il sera peut-être encore là dans 100, 200 ans. Donc il ne faut pas prendre ces décisions à la légère. Il faut vraiment réfléchir avant de planter un arbre. Il faut se renseigner. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes. Donc, il y en a d'office qui vont s'adapter, mais c'est une décision importante à prendre. Et donc renseignez-vous bien sur les essences que vous allez planter et sur justement leur résistance. En tout cas, il y a plein d'outils que je vais vous montrer qui va permettre aussi de voir un peu vers quoi se tourner ou en tout cas planter des choses qui ont du sens. On vous on vous conseillera aussi de planter en automne et de plus en plus, qui est la saison vraiment à privilégier pour les plantations. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va permettre à l'arbre de déjà développer son système racinaire de manière importante pour justement pouvoir répondre aux sécheresses qu'il va connaître l'année d'après. Et tout simplement parce qu'il sera en repos et que c'est la meilleure période pour les planter. Il y a un point aussi important, c'est de se dire que on doit d'abord préserver l'existant, hein, c'est-à-dire les arbres qui sont en bonne santé ou qui en tout cas montrent des signes de résistance. Il faut quand même bien se rendre compte que c'est les arbres à maturité qui nous offre le plus de réponses et comme on vient de le voir, de réponses et de services. Et donc, avant d'abattre un arbre, là aussi, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est indispensable? Parce que justement, ces arbres sont garants de déjà agir sur le climat. Alors, je vous disais que la diversité, c'était une des clés de l'adaptation, pour plein de raisons différentes. On va les détailler après, mais tout simplement, la première, c'est que ça va permettre d'offrir le plus de réponses possibles. Et donc, on va voir la diversité des espèces, mais l'importance de la diversité génétique dans l'adaptation.
d'exploiter les différentes strates végétales hein, quand on conçoit un espace en s'inspirant de la nature, de penser maintenant au jardin en 3 dimensions, hein, de plus planter uniquement des espaces horizontaux, mais en tout cas avoir cet esprit dans les zones très urbanisées, dans tous les cas, que les murs, les toits et d'autres structures peuvent être végétalisés pour encore renforcer cet effet de végétalisation. Et donc, voilà, pour d'abord faire un petit topo de ce que cette diversité en quoi elle est importante. Il y a plein de choses, mais il y a notamment le fait qu'on va pouvoir étaler les floraisons et qu'on va pouvoir créer une présence végétale toute l'année. C'est-à-dire que plus vous allez avoir forcément de végétaux, plus vous allez, plus ils vont avoir des cycles étalés. Et donc, on va pouvoir comme ça créer des espaces qui vont à donner des réponses aux cycles décalés, notamment, je le disais tout tantôt, de la pollinisation, mais aussi voilà, de se renforcer les uns les autres. On va pouvoir réduire et contrôler les attaques des ravageurs et on va vite comprendre avec un exemple concret par la suite pourquoi. On va pouvoir renforcer la biodiversité, puisque qui dit biodiversité dit diversité dans son jardin et dans le réseau écologique et on va pouvoir réduire les risques d'allergie. Ben oui, parce que plus vous allez avoir des espèces d'une même espèce concentrées au même endroit, plus les risques d'allergie à cette espèce vont être développés ou en tout cas vont donner des réactions intenses pour les personnes allergiques. Donc plus vous allez diversifier les espèces, moins la concentration sera importante. Et donc, on parlait de la diversité génétique. Je ne vais pas m'attarder sur la complexité de tout ça, mais juste en un exemple concret, il y a différentes manières de reproduire une plante. Il y a par exemple le bouturage, où là, on va utiliser un main pied mère et on va en faire des boutures. Et donc, typiquement, les boutures vont avoir les mêmes réponses que la plante mère. Si on part de graines, là, on va partir sur une plantation qui va avoir des réponses différentes que ses parents. Tout comme les êtres humains, on va réagir, on va être le fruit de deux de nos parents et on va donner des réponses différentes, on va être composé différemment. Donc, on va réagir différemment au, euh, au virus tout simplement et aux attaques. Ça demande évidemment un tracé de la production, mais vous verrez aussi qu'il y a il y a des labels et des pépinières qui travaillent sur cette possibilité de trouver, voilà, de trouver des plantes issues de semences et donc qui vont aussi, voilà. Je veux juste que vous ayez à l'esprit que c'est important aussi de se dire que si on peut travailler avec des espèces qui, voilà, qui viennent de plantations comme de ce type, ça peut aussi aider, quoi. Alors, je parlais tout à l'heure voilà, de résistance, par exemple, à des ravageurs. Et je voulais vous donner un exemple concret qu'on trouve de plus en plus dans l'espace public, mais aussi au sein des jardins. On parle de plus en plus en remplacement de haies monospécifiques, comme on a eu l'habitude de les voir, de remplacer par des haies mixtes. Libres, c'est encore mieux, mais voilà, même taillées, en tout cas. Elles vont, comme on peut le voir déjà de manière flagrante sur ces images, donner des réponses différentes aux attaques de ravageurs. Parce que si vous avez une plantation qui est composée que d'une seule espèce, forcément, si comme l'attaque du buis, vous allez devoir remplacer l'attaque du buis ou les araignées rouges qu'on peut remarquer sur ces deux photos, vous allez devoir éliminer toute votre plantation. Si vous avez une haie composée de différentes espèces, celle-ci va réagir différemment. Elle ne va pas être attaquée par les mêmes ravageurs. Elle va offrir des nourritures différentes pour la faune présente. Enfin, voilà. Donc, quand on parle de diversité et que vous avez l'occasion, vous êtes prête à remplacer votre haie, dites-vous déjà que le fait de planter une haie mixte, c'est déjà une belle action en faveur de cette diversité.
Dans la haie, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que j'ai un collègue qui va vous présenter un webinaire plus orienté là-dessus le 22 octobre. Et donc, voilà, je ne vais pas m'attarder sur la conception de la haie et tout ce qu'elle peut apporter. Mais je pense qu'en termes d'adaptation, c'était important d'en parler, ne serait-ce que pour cet exemple de diversité. Mais il faut savoir que ces haies, comme elles ont des comportements différents, elles vont pas avoir cet effet qu'on peut avoir sur une haie monospécifique taillée au cordeau, qui va stopper les vents, par exemple. Et on sait combien les vents vont avoir voilà, vont être de plus en plus violents. Et donc, comme on le voit, par exemple, sur ce petit schéma, au lieu de stopper les vents et du coup de créer un tourbillon à l'arrière, le vent va s'engouffrer de manière plus facile dans ces espèces et sa progression va être ralentie. Voilà, ça va favoriser, comme je le disais, la petite faune puisque ça va attirer différents types d'animaux et ça en aura un aspect plus naturel et plus paysager. On va aussi parler, on va aussi réfléchir dans nos conceptions pour penser à diversifier les strates, hein, à pas avoir spécialement un arbre planté au milieu de notre pelouse, mais on va réfléchir, on va essayer d'imiter la nature et voilà, en se servant de toutes les strates. On retrouve forcément la strate des arbres, la strate des arbustes, les herbacées donc, qui comportent les vivaces annuelles, les plantes couvre-sol, les plantes bulbeuses et les plantes grimpantes. Et tout ce petit monde va interagir de manière intéressante, va s'entraider sans entrer spécifiquement en concurrence pour la lumière notamment et pour les nutriments. Et donc, on va voir combien ça peut être intéressant de travailler sur ce type de plantation. Je pense que mon collègue, si vous avez suivi le module sur les jardins forêts, avait déjà abordé le sujet. Mais donc voilà, si on prend ici un exemple de jardin multistrate, mais on voit que voilà, les végétaux au pied des arbres sont protégés de l'ombrage et des vents violents, par exemple, ou la pluie qui est ralentie et qui par ces arbres robustes et qui va du coup se retrouver sur ces végétaux un peu plus fragiles, de manière adoucie et donc pénétrer dans le sol à un rythme intéressant. Et à l'inverse, ces plantations vont, elles, protéger le sol de l'érosion et permettre une meilleure perméabilité du sol et infiltrer ces eaux au pied de l'arbre qui se trouve à cet endroit. Un autre exemple de jardin, voilà. On voit aussi l'importance du paillage, hein, si toutes les espèces n'ont pas encore pris leur place. On voit ici du paillage organique. On en reparlera plus tard, mais qui est important aussi, qui va nourrir le sol, mais où on voit aussi toute une diversité au niveau du jardin. Et d'une manière esthétique et enfin, je suis désolée voilà, de perdre mes mots, mais voilà, pour un souci esthétique, on voit quand même que c'est plus agréable qu'un arbre planté au milieu d'une pelouse. Ça a tous les avantages. Alors, je vous parlais juste avant justement de penser au jardin en 3 dimensions. Et donc là, on va investir nos murs, nos toitures et nos structures pour encore renforcer ces effets de végétalisation. Encore une fois, surtout dans les zones où le minéral est plus présent, hein, ça va être important de pouvoir renforcer cet effet de fraîcheur et de profiter des avantages que les plantes peuvent nous apporter. Et en commençant par les murs végétaux, on doit parler de 2 types de murs végétaux. Et donc, spécifiquement, ce type de mur, hein, ici, où c'est des murs végétalisés avec structure et substrat, donc qui sont des modules qui sont hors sol et qui viennent se mettre sur la façade directement avec des systèmes d'irrigation, etc., sont assez complexes et coûteux et qui demandent des contraintes techniques et un entretien.
sont assez, vous verrez un tableau juste après qui démontre un peu tout ça, mais qui sont vraiment à réserver pour des espaces urbains où on n'a aucune autre possibilité de planter du végétal et on a vraiment besoin justement d'en ramener. Mais nous, on le déconseille de l'utiliser en termes de jardin privé. En tout cas, on a d'autres solutions pour végétaliser des façades ou des murs qui vont être moins onéreuses et qui vont amener des intérêts pour la biodiversité autres que ce type de structure qui, lui, est plus dans l'aspect rafraîchissement et isolation thermique. Donc, comme je le disais, pour un jardin privé ou une façade ou des murs qui se trouvent dans vos jardins, qui sont un peu abîmés mais qui rejettent pas mal de chaleur, on a d'autres solutions hein, qui vont être plus faciles à mettre en œuvre, à entretenir, moins coûteuses et qui, une fois encore, seront plus intéressantes d'un point de vue écologique. On va retrouver toute une série de vivaces qui va se plaire dans ces interstices de murs. Euh, je vous en cite quelques exemples, mais il y en a d'autres. Mais donc, notamment aussi les plantes qu'on va retrouver sur les toitures végétales, donc comme les petits sédums. Mais on a toute une panoplie de vivaces qui aiment vivre dans ces interstices et qui vont se développer. Ça va permettre de créer des micro-habitats hein, et des petits relais tout au long de ce mur et, euh, et voilà, d'amener encore un peu de fraîcheur et de gaieté à des murs qui sont abîmés et qui sont très minérales. L'autre type de végétation qu'on va pouvoir utiliser ce sont les plantes grimpantes qui sont vraiment, enfin, il en existe de tellement de variétés qu'elles s'adaptent quasiment à toutes les situations. Elles vont amener une isolation thermique du bâtiment. Certaines, là justement, il va falloir se renseigner, mais certaines vont demander un support d'accroche, d'autres par leur mode de fonctionnement non. Je pense notamment au lierre qui peut lui-même s'accrocher ou aux hydrangeas. Euh, mais je vous ai repris un peu plus loin une fiche, hein, mais il y a toute une panoplie de plantes grimpantes qui vont s'adapter à la situation de votre utilisation. Au niveau taille, au niveau persistance, au niveau ensoleillement. Enfin bref, il y a vraiment toute une panoplie et je pense qu'on n'en connaît pas assez. Je vous ai d'ailleurs repris un livre qui les développe un peu. Euh, et donc elles vont non seulement permettre une isolation thermique du bâtiment, elles vont renforcer, comme on l'a vu tout à l'heure, la présence végétale en ville et cette sensation de fraîcheur. Euh, et elles ne demandent pas beaucoup d'espace au sol pour la plantation. Et donc ça, c'est un autre avantage. Ça veut dire que même dans un espace très réduit, vous allez pouvoir planter ces plantes. Elles vont permettre aussi d'accéder à des endroits qui sont difficilement végétalisables autrement. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, ici, je vous mets un petit comparatif. Alors, l'idée n'est pas de le passer en revue, vous l'aurez dans le diaporama. Je vous ai mis le lien d'où venait ce petit récap, mais c'est pour vous montrer à quel point l'utilisation de plantes grimpantes et de plantes vivaces au détriment de murs végétaux complexes, a tout son sens, ne serait-ce qu'en termes de durabilité et d'aspect écologique, mais aussi voilà, d'aspect économique. On voit très clairement les apports au niveau de la qualité de l'air, de l'enrichissement de la biodiversité, etc. Combien c'est plus avantageux de se tourner vers ce genre de plantation plutôt que de se tourner vers des structures plus complexes qui ne soient utilisées qu'en cas voilà, où on n'a pas d'autre choix. Et donc les plantes grimpantes, en dehors des murs, elles peuvent aussi vous aider dans d'autres situations. C'est pour ça que voilà, je disais qu'il fallait en abuser, mais c'est pas du tout une image. Elles vont pouvoir, dans les cas par exemple où vous n'avez pas la place pour planter une haie,
de créer un écran végétal, hein, plutôt qu'un écran, par exemple, avec d'autres matériaux qui seraient moins adaptés, comme des pierres ou enfin des murs, etc. Mais on peut très bien créer des écrans végétales en utilisant des plantes grimpantes à l'aide voilà, de clôtures, tout simplement, comme on le voit par exemple sur l'image du haut. Et on va pouvoir aussi végétaliser nos pergolas pour créer de l'ombre ou toute autre structure dans notre jardin. Euh, Certaines sont facilement modulables parce qu'on va pouvoir les recéper, donc on va pouvoir les tailler complètement et les rediriger d'une autre façon si elles prennent voilà, des directions qu'on ne souhaiterait pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Ici, je vous ai remis donc une petite fiche qui reprend comment habiller sa façade. J'ai une petite fiche qui a été éditée par Végétage, qui est une ASBL qui travaille principalement sur Bruxelles pour justement les permis de végétaliser au niveau des façades, donc des conseils aux citoyens, avec une série de plantes qui peut être utilisées où ils reprennent les conditions d'ensoleillement, justement le type d'accroche de la plante et si elle est persistante ou non. Enfin, voilà, toutes les conditions dans lesquelles les planter. Et donc, on parlait des murs, des structures, on va maintenant passer sur le toit. J'ai déjà développé cet aspect toiture dans la partie gestion de l'eau, puisque les toitures vont être un allié aussi en termes de gestion de l'eau, puisqu'elles vont permettre de gérer l'eau de nos toitures, soit totalement ou en partie et en renvoyant le surplus d'eau vers les gouttières à un débit plus réduit. Mais je refais un petit point ici. Je ne vais pas le redévelopper de la même façon puisqu'il a été fait pour pas que ce soit trop redondant pour les gens qui ont suivi les deux webinaires. Mais si vous aviez envie d'infos plus conséquentes sur les toitures végétales, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais je voulais en reparler ici parce qu'en plus de voilà, de ce point positif pour la gestion de l'eau, elle va avoir, comme le reste de la végétation, un point important au niveau de l'isolation thermique du bâtiment. Et donc, puisqu'ici, on est plus sur l'aide de la végétalisation, ça me paraissait important de le rappeler. Aussi bien, voilà, donc elle va évapotranspirer, mais elle va réguler dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle va réguler en été et elle va réguler en hiver. Aussi dans l'autre sens. Donc voilà. Elles sont, comme je l'avais déjà expliqué, dans la plupart des cas, en tout cas pour les toitures extensives, facilement, il est facile de les mettre en œuvre. Ce sera moins complexe pour les systèmes plus développés, mais comme je l'ai dit dans le précédent, on vous conseillera, si vous avez accès à un jardin, plutôt de vous tourner vers ce système de plantation qui demande très peu de substrat et moins de contraintes techniques et qui amène déjà tous ces services. On va maintenant parler voilà, c'est un grand sujet quand on parle d'adaptation. On se dit, ouais, ok, mais quoi planter, hein? Comment je dois préparer mon jardin demain? Qu'est-ce que je vais y planter pour qu'il soit prêt à s'adapter à ce qui nous attend? Et donc, dans cette partie, on va vous expliquer un peu les grands principes et comment amener cette réflexion. Par contre, voilà, je vous le dis tout de suite, n'imaginez pas qu'il y a une liste de super plantes qu'on va pouvoir utiliser à tout vent et qui sont hyper résistantes au changement climatique et qu'on va voir partout. C'est pas le cas. C'est vraiment une réflexion, cette adaptation au changement climatique, et on va voir pourquoi. Donc, on va d'abord revoir nos modes de conception, la bonne plante au bon endroit. On va fonctionner un peu à l'envers de ce qui a été mis en place dans les jardins précédemment. On va voir pourquoi on doit sélectionner les plantes horticoles de manière, en prenant des précautions en tout cas. Et on va voir pourquoi les végétaux indigènes sont mieux adaptés à nos jardins et pourquoi on doit les retrouver aussi au sein de nos jardins. Et enfin, je vais vous donner quelques outils et sites de référence, justement pour vous aider à faire votre sélection euh, dans cette partie.
Alors tout d'abord, donc comme je le disais, une liste de super plantes qui vont s'adapter à toutes les situations qui nous attendent, ça n'existe pas. Euh, et l'idée de croire que d'implanter, parce qu'il y a le réchauffement climatique, d'implanter des espèces exotiques ou en tout cas qui se situent plus au sud de nos contrées, de transposer ces plantations chez nous telles quelles, va nous protéger du changement climatique ou en tout cas va nous aider à nous adapter, est une idée fausse. Ça ne veut pas dire qu'on doit bannir toutes les plantations exotiques, ça veut juste dire qu'il faut une réflexion là derrière. Euh, et que, parce que il y a un écosystème derrière ces jardins et derrière nos plantations, et que de transposer des plantes telles quelles dans nos écosystèmes sans réflexion, va avoir un impact plus négatif que positif. Et donc, on va voir comment en introduire et comment le faire intelligemment. Il faut aussi se dire que ces espèces exotiques, elles résistent peut-être bien à la sécheresse, mais elles ne résistent pas forcément à toutes nos conditions et à toutes les contraintes qui sont connues chez nous actuellement. Donc nos hivers très humides, nos sols qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on retrouve dans leur pays d'origine. Et donc tout ça va faire que des plantes exotiques ou horticoles, oui, mais, mais pas créer des jardins exotiques en oubliant nos plantes qui, elles aussi, sont amenées à s'adapter. Tout comme nous, on va pas forcément aller vivre au Canada parce qu'il fait plus froid. On va s'adapter et donc on a des études qui sont en train de nous dire que bah voilà, oui, il y a un, un mouvement des espèces qui est lent, mais qui ne doit pas forcément être créé par l'homme, en tout cas pas de but en blanc, et que nos espèces montrent aussi des résistances et elles doivent aussi s'adapter. Et donc, on doit travailler aussi là-dessus. On doit leur laisser la possibilité de s'adapter. Et donc, comment on va effectuer cette sélection de végétaux? On va parler des espèces indigènes après, qui ont évidemment, elles, tout leur sens, mais comment est-ce que on va sélectionner d'autres espèces qui ont quand même de l'intérêt pour nos plantations? On va avoir cette réflexion de se dire, OK, avant, les jardins étaient un peu conçus comme une seconde, enfin, comme une dixième pièce de la maison. Et donc, on créait un espace qui nous plaisait et on modifiait nos sols, nos conditions, on modifiait les conditions existantes pour répondre aux besoins de la plante. Mais c'est pas ça qu'on va faire maintenant. On va faire l'inverse. Donc, on va se dire, OK, moi, mon terrain, il a toutes ces qualités-là. Qu'est-ce que je peux lui amener comme plante qui vont répondre à ces qualités? Ça va vous faire gagner du temps en entretien, ça va vous faire gagner en résilience, ça va permettre aux plantes de se sentir mieux, plutôt que de devoir dépenser de l'argent, justement, parce que ces plantes ne vont pas se sentir spécialement à leur place. Alors, on va leur mettre des engrais, on va leur mettre des substituts, on va utiliser beaucoup de produits, alors que si on travaille dans le sens inverse et qu'on s'intéresse à la qualité de nos sols et à ce qui y pousse et ce qui peut y pousser, on aura d'office des plantations plus résilientes. Donc, vérifier leurs caractéristiques et leurs qualités. Donc voilà, résistantes, adaptées au lieu d'implantation, à leur présence hivernale, parce qu'il faut savoir par exemple que des plantes qui sont considérées comme annuelles ou vendues comme annuelles chez nous sont parfois vendues comme annuelles et alors qu'elles sont, entre guillemets, vivaces dans leur pays d'origine, tout simplement parce que nos conditions ne leur permettent pas une survie plus plus qu'une année. Donc voilà, c'est intéressant aussi de se dire, bah tiens, leur résistance au niveau de leur rusticité, etc. C'est intéressant de vérifier ces caractéristiques-là aussi. Si en plus elles sont mellifères ou elles amènent d'autres intérêts pour la biodiversité, mais c'est encore mieux. Euh, donc, on va utiliser de préférence des plantes vivaces qui vont être moins gourmandes en eau. Et ça, on va voir aussi comment
par tous les outils que je vais vous présenter, comment on peut décrypter tout ça. On va surtout, et ça c'est quelque chose de primordial à l'heure actuelle pour préserver nos écosystèmes, c'est qu'on va essayer, on va pas planter de plantes considérées comme invasives. Donc, euh, je vous ai remis un lien vers la liste des espèces tant animales que végétales qui sont considérées comme invasives. Et donc, il y en a des très connues comme les renouées du Japon, mais il y en a des qui sont moins connus du grand public, comme par exemple les arbres à papillons, qui sont encore vus dans beaucoup de nos jardins et qui sont pourtant sur cette liste de plantes invasives, ou encore comme les lauriers cerises, qui sont encore beaucoup utilisés dans les plantations de haies. Donc voilà, donc je vous invite quand vous faites une sélection à vérifier cette liste et à vérifier que ces plantes ne s'y retrouvent pas. On a aussi des conférences vraiment sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à vérifier notre catalogue de l'année prochaine parce que je pense que cette année, elle a déjà été donnée. Mais enfin, voilà, si vous avez aussi besoin d'infos ou des doutes sur certaines plantes, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là pour ça. Et alors, on vous invitera à vous tourner vers des pépinières et producteurs locaux. Ça, je vous donnerai aussi quelques références par la suite. Tout simplement parce que les végétaux issus de ces pépinières et de ces producteurs sont entre guillemets, déjà acclimatées. Elles ont été produites dans nos régions et donc sont déjà acclimatées aux conditions locales. Et pour toutes les aspects durables, hein, de moins vous déplacer, de ne pas aller trop loin pour aller chercher vos végétaux de faire aussi, enfin, il y a de plus en plus de grainothèques qui voient le jour. Enfin, renseignez-vous aussi auprès de vos communes qui mettent en place des choses à ce niveau-là. Profiter de la journée de l'arbre. Enfin, voilà, il y a plein de nouvelles possibilités de se fournir des végétaux de bonne qualité et locaux. Et donc, renseignez-vous pour utiliser un maximum ces canaux-là. Je parlais de l'importance des végétaux indigènes dans nos jardins. Je vais essayer de vous expliquer en 2 mots pourquoi. Encore une fois, ça ne veut pas du tout dire qu'on diabolise les plantations horticoles, hein, je viens de vous l'expliquer. Euh, mais en tout cas, dans les espaces plus naturels du jardin, on va se tourner un maximum vers ce genre de plantes. Et voilà, je vais vous dire en 2 mots pourquoi c'est important de les retrouver. D'abord, qu'est-ce que c'est une plante indigène? C'est une plante qui est originaire d'une région géographique et donc qui est adaptée à son environnement et qui s'est adaptée au fil du temps. Et avec la faune qui est aussi indigène, elles sont étroitement liées et elles se sont adaptées l'une à l'autre au cours des années. Et donc, si vous supprimez forcément tous ces végétaux indigènes, vous allez créer vraiment une carence au niveau de cette... en tout cas, vous allez créer des déséquilibres encore plus importants au niveau des écosystèmes naturels. Les végétaux forment la base de la chaîne alimentaire et donc les essences indigènes. Si vous voulez un jardin qui grouille de vie, en plantant des essences indigènes, vous allez vraiment ramener de la vie au jardin puisque la faune locale va être attirée par par ces plantations. Et du coup, voilà, les plantes qui vont être pollinisées vont sentir, vont être plus résilientes aussi. Donc, c'est un effet boule de neige positif. Elles vont être mieux adaptées. Ça, on l'a vu tout à l'heure quand je vous ai expliqué pourquoi transposer des plantes exotiques, ça pouvait être dangereux. Elles vont demander moins d'arrosage, elles vont demander moins de soins et moins d'engrais. Elles vont donc être par essence plus résilientes et elles vont permettre de préserver la biodiversité locale. Un petit exemple, il y a dans les abeilles, elles sont par exemple pas toutes, elles vont pas être sur plusieurs, enfin elles vont pas polliniser plusieurs espèces. Il y a certaines abeilles qui sont monospécifiques, enfin abeilles ou autres pollinisateurs, et qui vont vraiment créer des liens intimes avec une seule plante. Je vous ai sorti ici un exemple. Et du coup, si cette plante est amenée à disparaître, il y a de fortes chances que ce pollinisateur disparaisse aussi.
Alors, ici, on va passer plus dans la partie où je vais vous donner des outils, des petits outils pour, voilà, comme je vous le disais avant, on se disait, oh tiens, j'adore cette plante, je vais la mettre dans mon jardin. Là, il faut retourner, enfin, inverser le mode de fonctionnement et se dire, ben non, je vais voir, il y a tellement de diversité de plantes que des plantes adaptées à votre jardin, il y en a, des, enfin, esthétiquement et intéressantes pour la biodiversité. Et donc, bah, il y a quelques outils qui vont vous aider à déterminer ben, ce qui peut y pousser. Il y a des petits outils, je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus parce qu'il y aura un autre webinaire, mais juste parfois observer à tout son sens sur ce qui pousse de manière spontanée dans vos jardins ou dans vos espaces. Bah, ça va vous donner des indications sur le sol, donc ça ne va rien coûter et ça va déjà vous donner, bah, le fait d'observer, ça va vous donner plein d'infos. Et donc, il y a par exemple les plantes bio-indicatrices qui vont déjà bah, pouvoir déterminer si vous êtes plus sur des sols acides, calcaires, si c'est des sols gorgés en eau, si c'est des sols secs. Pour prendre l'exemple du bouton d'or, bah, il va plutôt aimer les sols acides et plutôt gorgés en eau, assez lourds, argileux et riches en matière organique. Donc là, vous avez déjà pas mal d'infos. Alors que le mouron blanc, hein, qu'on peut voir ici, bah, lui, il va être dans des sols assez équilibrés, bien minéralisés. Et voilà. Donc voilà, rien que le fait de vérifier ce que vous avez un peu comme végétation spontanée bah, peut vous donner des indications sur votre sol. On a d'autres tests plus pour voir là le type de sol. Donc, en faisant un test en prenant des échantillons de sol, vous allez vous rendre compte si le sol est plus un sol argileux, plus un sol limoneux et riche, donc qui est celui du milieu, ou plus un sol sableux, qui est léger et qui du coup ben, sera plus sec et laissera passer plus les nutriments et donc sera plus pauvre entre guillemets en matière organique, alors que le sol argileux, lui, est plus gorgé en eau en règle générale et sera plus chargé en matière organique. Et donc, on va dire qu'idéalement, c'est celui du milieu, mais que les deux autres sols sont support de plein de végétaux aussi. Il faut juste savoir bah, à quelle terre on a affaire. Et donc ça, voilà, je ne m'étends pas sur le sujet puisqu'on a une conférence qui sera donnée le 3 décembre et qui vous expliquera comment comprendre le sol. Mais voilà, il y a l'esprit que il ne faut pas toujours des techniques coûteuses comme peuvent l'être les essais de sol. Et dans le cas voilà, il y a certaines conditions où les essais de sol sont nécessaires, mais quand c'est pour effectuer des plantations ou réaliser un parterre, on n'est pas obligé de se tourner vers ce genre de mesures. Il y a aussi d'autres petits tests qui sont maintenant vendus en jardinerie qui, eux, peuvent être intéressants, qui coûtent une dizaine d'euros et qui vont déjà vous donner aussi ben, qui vont vous permettre de déterminer le pH et la richesse du sol. Donc ça peut être pas mal aussi quand vous avez des doutes là-dessus. Ou un problème récurrent dans le sol où vous ne comprenez pas pourquoi bah, une espèce ne s'y sent pas bien. Moi, ça m'est déjà arrivé de me tourner vers ce style de test. Et donc, on parlait des outils. Voilà, ici, je vous ai remis quelques outils. On ne va pas tous les passer en revue parce que sinon, on va rester 4 heures ensemble. Mais en tout cas, vous les aurez à disposition. Je vais juste vous faire comprendre qu'il y a plein d'outils. Et donc, quand on fait des recherches de plantes, comme je le disais, je vais vous donner quand même quelques pistes de plantes qui nous montrent des belles résistances. Mais l'idée ici, c'est de s'approprier vos espaces et de trouver, vous, les plantes qui vont correspondre ben, au mieux à vos types d'espace. Et donc là, je vous ai donné toute une série d'outils qui fonctionnent généralement en moteur de recherche qui va vous permettre de mettre enfin, des recherches multicritères, pas des moteurs de recherche, pardon, mais qui vont vous permettre de déterminer certains critères et de trouver la plante idéale. Donc, on a sur le site d'EcoWall une liste de plantes indigènes et horticoles mellifères où on vous donne les caractéristiques de ces plantes. Donc, ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil quand on ne sait pas bah, quel type de plante indigène on pourrait insérer dans nos parterres ou des plantes horticoles mellifères donc qui ont un intérêt au niveau de nos pollinisateurs. Donc là, je vous invite à aller jeter un œil pour vous inspirer. Il y a d'autres outils comme
comme le Floriscope. Et donc là, je vais me permettre de vous partager mon écran. Euh, qui est ici. Hein, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Donc, donc voilà, ici, on retrouve donc l'outil Floriscope qui là va travailler aussi bien sur toutes les strates. Euh, et qui va vous donner, enfin, vous allez vraiment pouvoir affiner les recherches, mais aussi bien en hauteur qu'en exposition, qu'en utilisation possible. Voilà. Alors, il y a une partie sur l'indigénat, mais on est en France, donc à prendre avec précaution. On a forcément des espèces communes au niveau de l'indigénat, mais dans le cas de recherche comme ça, je vous inviterai quand même à regrouper, enfin à recouper vos informations, c'est-à-dire de servir de ça et puis de chercher au niveau, par exemple, de nos listes d'indigènes si elles s'y retrouvent ou pas, ou de recouper ça avec d'autres infos. Afin de vraiment affiner votre recherche. Mais donc voilà, donc il y a moyen vraiment de faire des recherches qui vont être propres à vos milieux et propres à ce que vous souhaitez, tant au niveau taille esthétique que conditions. Et donc voilà, c'est vraiment un outil que je vous conseille d'utiliser et qui va vous donner toute une série de caractéristiques, hein, mais ça va très très loin. On va même retrouver la carte de dispersion, etc. Les types d'utilisation. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir ça, mais c'est un outil vraiment à utiliser sans modération. Et à côté de cette recherche, on a aussi des listes de plantes toutes faites. Voilà, à aller. Qui ont été mises par des partenaires ou des gens qui utilisent le site. Donc voilà, à vérifier, à consulter, mais qui peuvent donner des indications. Voilà, choix de végétaux, des ouvrages de gestion des eaux pluviales, par exemple. Bon, là, c'est plus, entre guillemets, pour on va dire, orienté public. Mais si vous avez l'envie de créer des jardins de pluie ou ce genre de choses, ben, voilà, sachez qu'il y a aussi ben, ce type de liste qui peut exister sur ce site. Il y a aussi un blog d'échange. Enfin voilà, c'est un outil qui est assez riche à utiliser. C'est pour ça que je me permettais de faire un petit point là-dessus. Donc voilà. Je vais reprendre mon, mon diaporama. Euh, donc voilà. Alors, au niveau des réseaux, je vous parlais tantôt de se tourner vers des pépinières locales. Il y a deux réseaux voilà, dont je voulais vous parler si vous ne les connaissez pas encore, qui sont d'une part le réseau des artisans du végétal, qui sont un groupement d'horticulteurs et de pépiniéristes locaux, enfin en tout cas wallons. Et donc, vous pourrez les retrouver sur ce site et retrouver ceux de votre région, par exemple. Et ils signent une charte qui les oblige à produire au minimum 70% de leur production. Donc voilà, qui vont vous fournir du coup des végétaux qui ont été produits localement. Pour la plupart, il faut savoir que ces pépinières ont la possibilité de vendre, enfin d'être distributeurs aussi, mais en tout cas, ils ont une partie de leur plantation qui est de production in situ. On retrouve aussi une nouvelle charte qui est végétale d'ici, qui est encore en devenir parce elle date de 2023. Et donc, pour l'instant, on y retrouve principalement des producteurs de plantes de haies, pour notamment répondre à la demande Yes We Plant, mais qui veut travailler aussi sur la production de plantes herbacées. Et donc, enfin, je sais de sources sûres qu'il y a des producteurs de plantes herbacées
qui sont en train enfin voilà, qui vont passer prochainement sous ce label et qui donc vont élargir la gamme proposée et qui, eux, justement, on parlait tout à l'heure de diversité génétique, mais où il y a cet aspect qui est en réflexion de pouvoir proposer des végétaux non seulement indigènes, mais aussi bah voilà, qui sont issus de plantations par semis. Un autre outil qui a été créé à la base par la ville de Metz en collaboration avec le CEREMA, donc qui est un institut aussi qui travaille sur la transition écologique et le climat en France. Et ils ont travaillé sur la ville de Metz, mais c'est en train d'être élargi à l'échelle de la France. Je vous en parle parce qu'ils ont créé cet outil donc, qui s'appelle Sésame et qui a travaillé sur 400 espèces d'arbres et d'arbustes. Donc là, on est vraiment sur la strate arbres et arbustes, mais qui ont travaillé sur ces espèces. Alors au départ, ça a été créé vraiment plus pour orienter bah voilà, les gestionnaires publics hein, pour les plantations d'arbres au niveau public, mais ça donne des très bons indices. Et donc, je trouve quand même en tant que particulier ou en tant que gestionnaire d'espace privé, cet outil est à utiliser parce que vous allez retrouver, je vais vous montrer juste ici le type de fiche que ça propose et le type d'information. Et c'est à utiliser aussi quand on veut travailler sur le changement climatique parce que ça donne plein d'infos intéressantes à ce niveau-là. Donc, où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Je vous le partage de nouveau. Hop, hop, hop. Et donc là, il y a deux types de recherches aussi, donc juste par le nom commun. Donc voilà, on va prendre par exemple alisier blanc. Euh, et donc là, vous avez, si vous tapez le nom d'un arbre où vous voulez connaître, bah, il faut qu'il soit évidemment dans ces 400 arbres étudiés, mais si vous voulez connaître un peu les spécificités d'un arbre, vous pouvez les rechercher comme ça et vous allez retrouver ce type de fiche qui va vous donner une quantité d'informations intéressantes par rapport à l'adaptation au changement climatique. Donc, on a un indice propre à ça, une situation sanitaire donc sur ces principaux ravageurs ou tendance enfin, ou en maladie, le type de sol dans lesquels il peut se retrouver, euh, ces indices biodiversité, etc. Enfin, il y a vraiment une moule d'informations sur ces arbres, régulation de qualité de l'air, enfin voilà. Je vous laisserai découvrir ça, mais je voulais vous en parler parce qu'en termes d'adaptation, ben, pour moi, c'est un outil qui est amené à être diffusé. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez un arbre, à vérifier s'il s'y trouve parce que voilà, ça vaut la peine de consulter la fiche. Euh, mais on y retrouve aussi un outil qui va. Alors, pour l'instant, on est puisque l'étude a été faite sur la région de Metz. Donc effectivement, l'outil est basé voilà, sur les arbres sur la région de Metz, mais ça tend quand même à donner des indications, parce que c'est pas non plus à l'autre bout du monde, sur ce qu'on peut planter. Pardon. Et donc là, même chose, un peu comme dans l'esprit du Floriscope, vous allez pouvoir faire une recherche, bah voilà, tolérer les sols pauvres, les vents forts. Enfin voilà, il y a toute une série de critères qu'on va pouvoir appliquer pour faire une recherche et les fameux indices bah, de services écosystémiques, les contraintes. Voilà. Et donc, ça va vous donner bah, des listes d'arbres qui peuvent être plantés dans ces conditions, dans les 400 espèces, toujours, qui ont été étudiées. On revient. Euh,
Il veut bien. Voilà. Je vous en ai donné deux autres. Ça fait déjà 1h07, donc on va, on va pas aller plus loin avec les outils, mais sachez que ça existe, qu'il y en a d'autres. Donc, je vous les ai mis à disposition. Il y a celui Treben qui est celui d'une pépinière en Hollande, qui est aussi une recherche multicritère, donc qui a à recouper, quand je vous parlais de recoupement, c'est bien de vérifier les infos qui s'y trouvent. Ça permet aussi vraiment d'appliquer des filtres en fonction de vos demandes. Il y a un outil sur Canopée Liège qui vous permet là, c'est plus au niveau dimensionnement de l'arbre pour choisir un arbre qui va s'implanter au niveau de sa forme ou de sa hauteur ou de sa taille plus facilement dans vos espaces. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je voulais vous en parler. Voilà. On va passer maintenant à... on a déjà, mine de rien, abordé pas mal de choses au niveau du fleurissement durable, hein, en parlant de conception de fleurissement durable. Mais je voulais refaire un peu le point et de vous expliquer, enfin, décrypter avec vous ce que ça voulait dire le fleurissement durable et comment on peut l'appliquer quand on conçoit un parterre qui va être étalé sur toute l'année. Donc, le fleurissement durable, c'est quoi? Si on applique les trois focus du développement durable au fleurissement, on va retrouver donc l'écologie, l'économie et le social. Et, euh, et donc, ben, plus on va être sur des plantations qui vont être adaptées à leur milieu et qui ne polluent pas, donc c'est un peu tout ce que je vous ai dit, plus on va être au centre, plus on va être sur des plantations qui vont demander moins d'entretien ou moins d'intrants dans vos sols, qui vont respecter et qui vont vous coûter moins cher, etc., on va être sur de l'économie, forcément de la consommation locale, hein. Tous ces critères-là, on va se retrouver plus au centre aussi. Et alors au niveau social, on va choisir des plantations qui répondent aux contraintes du lieu. Parce que si vous plantez des massifs ou des arbres, je vous le disais, qui ne sont pas adaptés au lieu, de par l'utilisation, vous n'allez pas en être content et donc ça va pas être des espaces durables puisque vous allez devoir vous séparer de ces plantations à terme. Donc il va falloir qu'ils répondent aux contraintes du lieu ou si vous plantez, imaginez un arbre de 30 mètres qui est trop près des habitations ou qui ne respecte pas la législation, vous allez aussi avoir des... Donc il y a tout ce côté réflexion sur enfin, voilà, sur le fait qu'il respecte les contraintes du lieu. Et donc, dans le cadre, par exemple, de l'événement Hortifolies auquel on a participé, en partenariat avec EcoWall, qui est une autre ASBL qui travaille aussi avec les communes pour créer des espaces plus résilients et plus en faveur de l'environnement, on a créé un panneau didactique et un parterre pour l'événement Hortifolies pour expliquer justement ce que c'était le fleurissement. Et voilà, je tenais à le partager avec vous parce que ça résume en fait de ce que c'est et de comment on peut mettre ça à l'échelle d'un jardin. Ici, dans la partie de droite, vous allez retrouver un exemple concret d'un parterre avec le plan de plantation d'un parterre qui fait 2 mètres sur 2 mètres et de toute une série de plantes qui vont avoir un intérêt tant en hiver qu'au printemps, qu'en été ou qu'en automne, ou en tout cas que certaines vont prendre leur lait d'autres pour amener cette présence végétale tout au long de l'année, cet intérêt dans l'espace. Et donc le fleurissement durable, c'est quoi? J'en ai déjà parlé, hein, mais je le répète, ça va être de travailler au niveau de la diversité, en termes de nombre d'espèces végétales, pour l'étalement des floraisons, la ressource nutritive des insectes, etc., etc. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les hauteurs des végétaux qui vont créer un effet graphique mais qui vont aussi justement se rapprocher de ce qui se fait dans la nature. De densité adaptée, hein, parce que ça c'est très important, d'adapter une densité correcte à vos espaces non seulement pour éviter les trous dans les parterres et du coup de ne pas laisser des espaces de terre nus,
d'assurer un entretien minimum parce qu'au mieux ce sera planté, au mieux les végétaux vont s'approprier l'espace et de réduire, si vous ne le souhaitez pas, l'arrivée d'adventices. En complément de ça, on vous conseillera de pailler votre parterre avec du paillage organique, surtout pas de paillage en schiste qui, eux, vont surchauffer vos terres et ne vont amener aucun intérêt en se dégradant, enfin, puisque ça ne se dégradera pas de toute façon, mais vont surchauffer vos sols. Donc là, vous tournez vers du paillage organique. Il y en a de tout type. Ça, j'en avais parlé aussi lors de la gestion de l'eau. Parce que en plus de protéger vos sols des érosions et de réduire les arrosages, va nourrir le sol. Le fait de composer un parterre Vivaldi va étaler les floraisons, va amener des colorations automnales. Et le fait aussi de l'entretenir, pardon, au moment privilégié qui est au mois de mars, va faire qu'il y aura une présence des végétaux tels que certaines vivaces. En hiver, ça va amener un aspect graphique. Même voilà, des vivaces séchées au niveau esthétique, ça peut être très joli en hiver, mais ça va amener aussi du gîte et du couvert à certains, à la faune utile. Donc ça, c'est bien de l'entretenir à ce moment-là de l'année et de conserver les tiges en hiver. De se servir de bulbes pour pallier au manque de floraison printanière. Donc, on accompagne nos vivaces de bulbes. Donc, comme je le disais, pensez à toutes les strates. Euh, voilà. Et donc, un deuxième petit sondage avant de passer à la suite. Je vais vous demander si vous savez, puisqu'on parlait de densité de plantation, si vous avez une idée de la densité préconisée. Alors, c'est évidemment une moyenne, hein. Il y a des plantes qui vont demander plus ou moins, mais en moyenne, au niveau de la densité de plantation pour les plantes herbacées, est-ce qu'on se situe plutôt à 2, 4 pieds au mètre carré, 6, 9 ou 12, 15? Voilà, je vous laisse répondre dans... Une tendance pour la réponse B, il me semble. Mais c'est super, on n'a que des bons élèves ce soir. Effectivement, on tourne de l'ordre de 6 à 9 hein, pour la plupart. Mais voilà, on pensait que c'était important de vous rappeler voilà, cette notion, car si vous êtes sur une trop faible densité, comme on l'a vu, on risque que les plantations à maturité ne prennent pas toute la place et du coup que voilà, vous vous trouviez avec des trous dans vos parterres. Mais à l'inverse, si vous plantez trop densément, vous allez en fait créer aussi d'autres soucis qui vont être que certaines plantes pourront étouffer d'autres ou créer enfin en tout cas amener des risques de maladies cryptogamiques, pardon, parce qu'il n'y aura pas une bonne aération entre vos plantations. Et donc c'est important de vérifier la densité de plantation. Euh, Généralement, elle est indiquée sous les étiquettes. Si vous avez un doute, demandez dans vos pépinières où vous achetez vos plantes. Ou, enfin voilà, il y a souvent moyen de trouver cette info, ne serait-ce que sur les moteurs de recherche que je vous ai cités. Alors voilà, je voulais aussi vous montrer que voilà, il ne faut pas non plus des outils bien compliqués quand on a choisi les plantes, hein, quand vous êtes à l'étape où voilà, vous avez fait le travail de choisir des plantes qui sont adaptées, qui vous plaisent au niveau coloris, au niveau taille, hauteur, voilà, une belle diversité. Comment on va vérifier aussi qu'on va avoir un étalement toute l'année? Moi, je vous conseille, c'est un truc voilà, qu'on peut faire facilement et je pense que tout le monde a Excel, qu'on peut faire facilement dans Excel, c'est de venir répertorier vos plantes et de vérifier justement en mettant leur intérêt, soit de floraison, soit de présence, si elles vont présenter un intérêt toute l'année et si au niveau global, votre parterre va amener
justement une présence intéressante. Ici, je vous donne l'exemple d'un parterre qui a été mis en place et donc où les contraintes à respecter, c'était trois végétaux qui existaient déjà dans le parterre. Donc, on avait un érable palmatum qui était là et dont les propriétaires ne voulaient pas se séparer. Un Shoiza ternata, donc c'est un oranger du Mexique. Et un Salix caprea, donc c'est un petit saule pleureur, vraiment petit format, qui pour le coup était intéressant puisqu'il amène une floraison en mars-avril, donc c'était déjà chouette de l'avoir à ce moment-là. Mais donc on a travaillé sur une palette où voilà, aussi bien horticole que printanière, hivernale, etc. Ce petit tableau a permis de mettre en lumière que ça fonctionnait. Et donc voilà, quelques photos prises, nous montrent, voilà, c'est pas exhaustif, hein, il y a beaucoup d'autres insectes qui se baladent dans ce parterre. Voilà, j'ai eu la chance de récupérer que quelques photos, mais où ça grouille de vie. Et donc c'est bien la preuve. Je vais vous expliquer aussi que dans ce jardin, il y a d'autres choses qui sont mises en place en faveur justement de la faune et donc que probablement que c'est pas juste par terre qui a, euh, qui a attiré ces pollinisateurs puisqu'on a mis d'autres choses en place. Mais en tout cas, on montre que ce parterre fonctionne puisqu'il grouille vraiment de vie. Une petite vidéo sympa qui montre, voilà, qui montre que voilà, il y a de la vie qui s'y passe. Voilà, on va passer quand même dans la dernière partie, hein, avant que vous vous endormiez. Tout à l'heure, j'ai parlé des liens qu'il y a à faire entre la sauvegarde de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Donc, ça me paraissait important de vous parler de tout ça. Alors, je ne vais pas tout détailler de manière importante parce qu'on a aussi d'autres webinaires qui le font. Mais en tout cas, il est important de comprendre ces principes et pourquoi on doit les intégrer si on veut s'adapter. Je pense que ces deux images parlent d'elles-mêmes en termes de biodiversité. Alors, je ne dis pas qu'on doit forcément être là, hein. Chacun son cheminement et entre ça et ça, on a, je vous disais, il faut penser aux contraintes du lieu, mais entre celui-ci et celui-ci ou entre celui-ci et celui-ci, on a une multitude de choses possibles. Et donc, comment on va pouvoir faire des espaces qui répondent à nos contraintes d'utilisateurs tout en permettant de laisser de la place à plus de nature et à plus de biodiversité? On va le faire par le biais de zonage, un peu à l'échelle de ce qui se fait dans les communes avec la gestion différenciée. On va zoner notre jardin ou notre espace vert pour qu'ils répondent tant à nos besoins qu'aux besoins de la nature. Et donc, on va créer des zones. Donc, la zone 0, qui est la zone d'habitation, effectivement, vous n'allez pas planter un arbre au milieu de votre jardin. On est d'accord. Ça n'aurait aucun intérêt. La zone qui est visitée régulièrement par vous. Et donc, où là non plus, on ne va pas mettre plein de choses en place qui vont, voilà, parce que de toute façon, la faune a besoin aussi de moments de calme, etc. Et donc, ils ne seront pas les bienvenus dans ces zones-là. Et vous allez être ennuyé par certains aménagements qui ne correspondent pas à votre utilisation. Et plus on avance dans les zones, et plus là, par contre, c'est des zones où vous n'allez quasiment jamais, si ce n'est que pour profiter de la nature. Et où là, du coup, on va vraiment pouvoir investir d'autres moyens au niveau des aménagements. Ça va permettre de réduire le temps d'entretien de certaines zones, de laisser plus de place à la nature, de bien, justement, de prendre le temps de se dire, tiens, comment je vis dans mon jardin et finalement, est-ce que tout cet espace-là est nécessaire d'être gardé en tonte stricte, de aussi varier l'esthétisme du jardin, parce qu'on voit de plus en plus qu'on a tendance à se tourner vers du naturalisme et de créer des habitats. Et donc voilà, ça c'est un exemple de zonage. Encore une fois, l'idée ici, c'est pas de vous faire un cours sur le zonage, mais avec des petits schémas de vous faire comprendre. Donc, je vous ai parlé des zones. Là, voilà, on retrouve clairement les cheminements, les zones qui sont utilisées et les zones qu'on peut laisser libres
ou quasiment libre à la nature. Un autre exemple ici que je trouvais sympa, parce qu'il est et qui saute tout de suite aux yeux. On voit déjà qu'aux abords de la maison, on peut faire des efforts, mais que les zones dédiées à la nature vont vraiment se retrouver dans des zones où on est moins, où on a moins l'habitude de se balader, tout simplement, où là, on va vraiment pouvoir mettre des prairies de fauche, pourquoi pas installer une mare, laisser du tas de bois, enfin ça, on verra par la suite. Parce que tout ça va aussi aider vos plantations à aller mieux. Je veux dire, vos potagers vont être plus résilients si vous ramenez plus de faune à ses abords, si vous ramenez des mares, si vous ramenez... Enfin voilà, donc tout ça va vivre en harmonie si c'est bien pensé. Et donc, dans cet esprit de gestion différenciée, je vais vous rappeler des grands principes. Certains sont déjà très... voilà. Enfin, pour certains, n'a plus de secret, mais je pense que ça vaut quand même la peine de les rappeler. Donc, c'est de déterminer, en fonction du zonage qu'on aura fait, de déterminer un planning de tonte différencié. Donc, de la tonte stricte à une fauche, 1 à 2 fois par an, ou en tout cas, si c'est pas possible d'installer des prés de fauche, il y a plein d'intermédiaires. Donc, on n'est pas obligé de se dire, soit je tombe à plus strictement, soit j'ai installé un pré de fauche ou des prés fleuris. On verra qu'il y a plein d'intermédiaires. La pratique de la taille douce est raisonnée autant que possible, comme je vous le disais. La taille, certaines tailles sont utiles, mais la taille stricte, en tout cas, ça fragilise les végétaux et donc ça les rend moins résistants à toutes ces nouvelles attaques et à tous ces nouveaux dérèglements. Donc, on intervient en taille douce et raisonnée, c'est hyper important, et surtout en dehors des périodes de nidification qui sont du 15 mars au 31 juillet. On accepte, tant que possible, la végétation spontanée dans les zones plus nature du jardin, en tout cas. Et on pratique la lutte intégrée, ou en tout cas, on réduit l'utilisation des produits phytosanitaires au maximum, parce qu'en termes de résilience, au plus vous utilisez des produits qui vont être impactants pour les écosystèmes, au plus vous allez toucher cette résilience. N'hésitez pas pour cet aspect gestion ou en tout cas lutte, n'hésitez pas à consulter le réseau de jardinerie labellisé Jardiner sans pesticides, donc qui est disponible aussi sur notre site, ou de se tourner vers nous si vous avez des problèmes ciblés. Voilà, en manière je vous parlais des tontes, de la tonte stricte au pré de fauche. Voilà, il y a plein d'intermédiaires. Vous les retrouvez ici sous un tableau schématique qui vous montre, voilà, c'est clair qu'on ne va pas laisser un pré fleuri là où les enfants jouent au foot, hein. Ça n'a pas de sens ni pour les végétaux, ni pour l'utilisation. Et donc voilà, c'est se dire que, OK, dans cette zone-là de jeu récréatif, on ne va pas spécialement investir d'une prairie fleurie, mais qu'il y a probablement d'autres zones où on pourra le faire. Et donc ici, on voit qu'en termes d'arrosage, de coûts d'entretien, d'utilisation, résistance au piétinement, voilà, où se situe le curseur. Et en termes de biodiversité, de temps d'installation et de résistance à la sécheresse, voilà où on se situe aussi. Donc, en parlant de tons différenciés, il est aussi important de rappeler que si vous laissez votre pelouse pousser au printemps, ça permet en tout cas de lui permettre de réaliser un cycle de vie complet et ça augmente la diversité végétale qui est présente. Donc, je vous invite à participer à l'action en mettons à l'arrêt. Et en tout cas, si vous ne la connaissez pas, de vous y intéresser. L'air plus haut préserve l'humidité en été. Et de par la longueur des racines, puisqu'il y a un rapport entre la partie aérienne et la partie racinaire, les racines vont plus en profondeur sur de l'air plus haute et donc ça a un impact aussi sur le fait qu'elles puisent plus, elles arrivent à puiser plus profondément. Mais en plus de ça, elles préservent plus d'humidité en été, elles protègent le sol en hiver du gel et elles améliorent la qualité du sol puisqu'elles vont plus en profondeur.
Elles permettent de créer des cheminements intéressants, une protection des arbres, parce que si vous ne végétalisez pas vos arbres avec des plantations, ça peut aussi se faire avec justement de la végétation spontanée. Ça protégera son pied et ça infiltrera les eaux aussi. Et effectivement, ça permettra de ne pas, si vous utilisez par exemple des machines ou quoi, de préserver en tout cas les pieds d'arbres de coups ou de ce genre de choses. Voilà, tout mettons à l'arrêt, j'en ai parlé. Et donc, pour aller plus loin dans les zones où je vous disais de zonage, où on peut se permettre de donner plus de place à la nature, si vous avez un jardin dont la taille le permet, n'hésitez pas, donc, comme je le disais, à instaurer des zones refuge, euh, à laisser des tas de bois morts et de chandelles, parce que voilà, on entend beaucoup parler d'hôtels à insectes et ce genre de choses, mais il faut savoir que laisser du bois ou certains ou des chandelles, donc c'est des bois morts sur pied, aura beaucoup plus d'impact intéressant pour la faune utile que des petits modules d'hôtel à insectes. Alors, je ne dis pas que vous devez les supprimer de vos jardins, mais en tout cas, sachez que parfois, voilà, les choses qui vous semblent inutiles peuvent, en tout cas pour la faune, être très utiles, puisqu'ils vont servir de gîte et aussi de couvert. Privilégier tant que faire se peut les matériaux naturels. Donc, on va construire plutôt des structures en pierre sèche, des spirales aromatiques, enfin, voilà, pour des séparations. Et alors, voilà, si vous avez la possibilité d'installer une mare ou un bassin, c'est d'autant plus favoriser la biodiversité. Je vous ai remis ici un article qui a été écrit par un de mes collègues qui explique vraiment déjà tous les intérêts, mais aussi la pratique si vous souhaitez vous lancer dans l'installation d'une mare. Euh, et il faut savoir que la mare, en termes de gestion de l'eau, puisqu'on parle d'adaptation, mais aussi de rafraîchissement, a des impacts positifs. Donc voilà, évidemment, il faut la place pour l'installer, hein. Donc voilà, moi j'en ai quasiment fini. Ici, je vous ai repris, mais je ne vais pas passer au travers parce que voilà, on est déjà 1 heure et demie de webinaire. Mais comme ça, vous les aurez. Je vous ai pris quelques arbustes, plantes vivaces. Je vous ai chaque fois remis la fiche du sésame pour les plantes et arbustes. Comme ça, vous avez déjà leur fiche diagnostique. Pour les fruitiers, là, je vous conseille, pour avoir des variétés plus résistantes aux maladies et à la sécheresse, de vous retourner vers le réseau de revendeurs certifiés qui pourra vous amener des conseils. Mais donc voilà, vous retrouverez ici dans cette partie des végétaux qui ont montré des belles résistances. Un autre exemple de parterre en repartant de l'arrière du massif, milieu de massif avant de massif, voilà, qui peut vous inspirer et qui ont montré des belles résistances. Plus pour un parterre on va dire, en milieu plein soleil et drainant. Et ici, on est plus sur un massif d'ombre. Comme ça, voilà, ça vous donne de l'inspiration. Encore une fois, je pense que je l'ai assez cité. Euh, L'important, c'est de vérifier que ces végétaux soient adaptés à la situation dans laquelle on les met, qui va créer des espaces résilients. C'est vraiment important de faire cette recherche. Et donc, c'est de l'inspiration, mais c'est pas de apprendre pour argent comptant. Et c'est sûrement pas des listes exhaustives. Et enfin, pour aller plus loin, là, je vous ai remis quelques bouquins qui peuvent être vraiment intéressants si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Le premier est vraiment une foule d'infos. C'est quelqu'un qui a fait vraiment, qui fait encore des recherches à l'échelle de son jardin. Il est situé en France, mais il explique vraiment toute la problématique au niveau des jardins rencontrés face à l'adaptation, enfin au changement de climat. Donc, il fait lui-même des tests dans son jardin et il explique un peu toutes ces notions en détail de ce que je viens de vous présenter aussi. Vraiment, mais encore une fois, par ses propres expériences. Donc, c'est vraiment intéressant. Faites-le vous offrir à Noël si le sujet vous intéresse. Et là, c'est des bouquins plus orientés, voilà, des vivaces sans arrosage et des plantes grimpantes, puisqu'on en a parlé. Et voilà, je vous ai expliqué combien elles pouvaient nous aider dans des solutions de végétalisation. Et là, une dernière petit clin d'œil à des fiches qui ont été éditées en Suisse, qui ont été éditées par la ville de Sion, qui a travaillé
en partenariat avec des écoles et puis ça a été développé à l'échelle nationale. Et donc ça, je vais juste vous le partager une minute parce que juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais pour vous montrer combien ça peut être intéressant de les parcourir. Euh, Voilà. Et donc, ces fiches reprennent le jardin climatique et donc reprennent plein de petites fiches qui correspondent à des sujets que je vous ai présentés aussi bien dans le premier webinaire que le deuxième sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, ne serait-ce que cette illustration, moi personnellement, je la trouve magnifique, mais sur qu'est-ce qu'on peut faire avec vraiment voilà, du pratico-pratique au niveau des haies. Ça donne, alors c'est en Suisse, mais les conseils qu'on y retrouve sont d'actualité et sont d'application. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter ces fiches pour encore plus d'infos aussi par rapport à ce webinaire. Ce que je voulais encore vous dire aussi, c'est que euh, on est à votre disposition. Si vous avez des questions par rapport à l'un ou l'autre point qui ont été abordés. Ici, l'idée, c'était encore une fois, comme dans le premier webinaire, de refaire le tour sur ce qui a été vu. euh, Enfin, de ce qu'il est possible de mettre comme solution en place, mais voilà, en 1 heure et demie, c'est impossible d'aller dans le détail de chaque solution parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire chacune, comme vous l'avez vu, puisqu'on a d'autres webinaires. Donc voilà, j'espère. Je vais. Attendez, hop, parce que je ne peux pas aller plus loin. Voilà, juste encore un petit mot pour vous dire que justement, en parlant de formation, le cycle continue et qu'on aura un calendrier 2025 qui, à mon avis, Julie pourra vous en dire plus, mais qui sera, j'imagine, disponible fin de l'année et qui reprendra certains des sujets de l'année. Donc, si vous n'avez pas pu assister cette année, n'hésitez pas à le consulter et peut-être de nouveaux sujets à venir. Donc voilà, je vous demanderai encore quelques minutes de votre temps pour que l'amélioration continue, donc de répondre à cette petite enquête, à ce sondage, pour que nous, on puisse aussi améliorer nos contenus, de voir si ça répondait à vos besoins et en quoi il y a des informations que vous souhaitiez avoir. Et voilà, moi, j'en ai fini. J'espère que, voilà, que ça vous a plu. J'ai glissé le lien du sondage dans le Ah, chat. Donc, ok, n'hésitez super. pas, si vous n'avez pas su scanner, remets peut-être, Perrine, l'image Ah du... ouais, je vais me remettre sur le sondage. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Perrine. Pour toutes ces chouettes informations, ça donne envie de s'y mettre, hein. J'ai relevé quelques questions. Quelques questions. Euh, la première, Perrine, c'était quand tu parlais de méiose de la plante par rapport à la pollinisation, etc., des plantes. Une personne qui demande si en fait l'avantage d'avoir des croisements comme ça, c'est que la jeune plante hérite des avantages des deux parents. Mais c'est en tout cas, enfin, c'est en tout cas le fait qu'elle donne des réponses différentes que du pied-mère. C'est-à-dire que oui, effectivement, un individu, tout comme nous, va non seulement avoir les caractéristiques de son papa et de sa maman, mais en combinant les deux, va offrir encore on va dire, une réponse différente à elle seule. C'est-à-dire que oui, on a une certaine génétique qu'on reprend de nos parents, mais en dehors de ça, on amène aussi, nous, encore des réponses différentes. Et donc, c'est toute cette idée-là de se dire, si vous faites que de la production clonale, donc d'un pied-mère, les réponses vont être identiques. Et c'est ça qui est. Alors, l'idée n'est pas non plus de dire qu'on ne doit plus planter que des espèces de diversité génétique différentes, hein. On n'en est pas là. Mais en tout cas, dans l'adaptation, dans les réflexions qui sont portées dans l'adaptation au changement climatique, on se rend compte que il faut quand même prendre cette notion en compte, c'est-à-dire qu'il faut revenir à des modes de production où on laisse la place aux semis pour pouvoir, dans nos tests, mais aussi dans nos réponses, amener cette différence, quoi. Merci.
Alors, autre question, par rapport aux plantes grimpantes, est-ce que, il y a des risques que ça vienne étouffer l'arbre, surtout s'il est jeune? Alors, cette question revient fréquemment, surtout quand on parle du lierre. Le lierre fait très peur, mais je peux vraiment vous renvoyer des documents où on amène que souvent le lierre est plus. Il y a des plantes, hein, alors, je ne vais pas vous dire que toutes les plantes grimpantes, euh, enfin, qu'il faut mettre n'importe quelle plante grimpante autour d'un arbre, si c'est ça l'idée. Moi, ici, je suis plus en train de vous parler de l'avantage des plantes grimpantes sur d'autres supports, justement, pour répondre ben, à des moyens de végétalisation d'espaces qui n'en sont pas forcément. Mais en tout cas, pour répondre à la question du lierre, si c'était celle-là, je ne répondrais pas pour tous les types de plantes grimpantes, mais je sais que le lierre fait peur et qu'il faut savoir que le lierre, dans des études qui ont été faites, ben, amène souvent plus de positifs que de négatifs aux arbres sur lesquels il pousse. C'est-à-dire qu'ils s'entraident, il amène aussi, il favorise l'infiltration à son pied et il y a un échange qui est correct, sauf dans certains cas où l'arbre est malade ou jeune. On va quand même veiller pour des plantations jeunes à réduire, voilà, à pas laisser prendre le dessus. Mais une fois que l'arbre est à maturité, il n'y a aucun risque. C'est pas le lierre qui va étouffer l'arbre, c'est vraiment un arbre malade. Ben voilà, le lierre à un moment va prendre le dessus, mais c'est pas le lierre qui va créer ce fait qu'ils sont malades. Donc, c'est ça qui a en compte, c'est cette fausse idée de croire que le lierre étouffe les arbres ou les étrangle. On n'est pas du tout là-dessus. Et ça, pour celui qui s'intéresse, on a voilà, des différents contenus qui, en tout cas, qui mettent ça en lumière. Maintenant, pour un jeune arbre, voilà, je ne conseillerais pas spécialement voilà, de mettre du lierre à son pied, mais pour un arbre en mature, si vous voyez qu'il y a du lierre qui grimpe sur l'arbre, il y a aucune raison de l'enlever, de délierrer, en tout cas comme c'est fait, comme on le voit dans beaucoup d'endroits. J'ai glissé dans le chat un petit article que notre collègue Louis a fait sur le lierre qui renvoie aussi à pas mal de documentation. Donc, si le sujet vous intéresse, mais c'est effectivement une merveilleuse plante Oui. comme le signale Cathy. Euh, Autre question, y a-t-il un risque que les plantes qui se trouvent au pied des arbres ne viennent épuiser les ressources du sol et affaiblir du coup l'arbre, notamment pour les arbres fruitiers? Ben, pour les arbres fruitiers, je vous avoue que je ne vais pas trop m'avancer, hein. On a des collègues qui sont plus spécialisés là-dedans et voilà, je sais par exemple qu'on ne laisse pas enfin, des zones enfin, d'herbes non fauchées spécifiquement au pied des arbres fruitiers. Enfin, il y a deux écoles, mais en tout cas, j'ai déjà entendu que c'était pas trop une bonne idée pour certaines raisons, mais là, je ne vais pas m'avancer. Pour d'autres arbres, on vérifiera à la plantation. Là aussi, quand on végétalise un pied d'arbre, ben, il y a certaines règles à prendre en compte. On ne va pas planter au collet, par exemple, on va lui laisser un espace. Mais il faut savoir que en général, les racines des arbres, comme on l'a vu sur l'image où on retrouvait les différentes strates arbustives, euh, va plonger ses racines plus profondément dans le sol. Et donc, en général, la plantation de plantes vivaces, par exemple, voilà, ou de plantes bulbeuses, vont avoir un système racinaire différent qui va permettre l'infiltration des yeux et qui va être du coup beaucoup plus favorable aux arbres que de lui nuire. Maintenant, c'est un sujet aussi, donc il y a des associations avec certains arbres, mais là on parle en général, donc il y a forcément des associations qui seront peut-être moins idéales, mais effectivement il y a des règles à respecter, donc on ne plante pas à moins de 15 centimètres du collet. Et voilà, avec un jeune arbre, on doit respecter certaines choses, quoi. Donc, mais à terme, ces plantations sont complémentaires. Donc, elles ne vont pas puiser les réserves de l'arbre.
Ok, merci. Une autre question par rapport aux plantes bioindicatrices. Quelqu'un qui demande où est-ce qu'on pourrait trouver des bonnes informations sur le type de sol par rapport à ces plantes. Est-ce qu'il y a des livres ou des sites web dont, qui sont consacrés à enfin, à cette thématique? Bah, je suis Euh, sûre qu'il doit y avoir des livres. Enfin, je sais pas si tu as une réponse à donner, ouais. Julie, Ben moi, mais on m'a déjà effectivement recommandé un livre qui s'appelle Les plantes bioindicatrices, évidemment. Euh, je vais donner peut-être les références en tapant. Hop. Euh, voilà, donc c'est les plantes bioindicatrices et autres indicateurs pour comprendre son jardin. Alors, je ne l'ai pas encore personnellement lu, pardon, je compte commander ce livre. Et alors, je suis en train de bouquiner un autre livre qui en parle quand même, mais c'est un livre assez conséquent, qui est assez coûteux quand même. Ça s'appelle Pas à pas vers une terre vivante. Donc, je le recommande aussi, par exemple, pour les fêtes de fin d'année. Donc, ben oui. c'est un super livre qui aborde entre autres enfin, ce sujet et plein d'autres hyper riches. Donc voilà, moi, c'est les deux, en tout cas, un connu et l'autre pas encore connu, mais dont on m'a déjà parlé positivement, que je peux recommander en tout cas. Mais sinon, site internet, par contre, ça, je ne connais pas. Oui, bah ça, enfin voilà, il y a divers sites, effectivement. Je pense que sur Thea Botanica, mais ça, je pourrais retrouver la référence. Et si, enfin, je l'ai pas ici, mais je sais que sur ce site, je pense qu'on peut retrouver, parce que comme toujours, hein, les sites internet, il faut, enfin voilà, il faut un minimum, un maximum vérifier vos sources ou d'où provient l'information. Mais voilà, il y a des sites enfin, qui listent des plantes bioindicatrices. Et bah, l'idée, quand vous n'êtes pas sûr de la source, c'est de recouper. Ça, je ne peux vous conseiller que de le faire, comme je vous l'ai dit, pour les moteurs de recherche, ou pour les tris. Mais c'est en tout cas de recouper les informations. Donc, je pense que si voilà, vous faites des recherches sur les plantes bioindicatrices et que trois, quatre listes vont dans le même sens, il y a de fortes chances que les infos soient quand même valables. Mais je peux essayer vraiment de retrouver le site. Donc, n'hésitez pas à nous donner pour celui qui est intéressé, à nous donner votre adresse email, et j'ai essayé de retrouver le site exact qui, en plus de ça, donne beaucoup d'informations sur les plantes de nos contrées. Alors, il y avait une petite réflexion quand tu parlais des analyses de sol, Perrine, par rapport au fait que les analyses peuvent aussi être demandées au CARAH. Par contre, je ne connais pas du tout. À mon avis, ça doit être un centre agronomique ou quoi qui peut faire Mhm. des analyses. C'est le CARA qu'on appelle ça apparemment. Voilà, il y a une personne qui signalait Ah, ça. ok. Une autre qui rebondissait sur aussi quand tu citais des pépinières, qui a parlé aussi de Apiflora, qui Ah oui, mais propose en fait, des... Apiflora fait partie du réseau des artisans du végétal, je crois. Et je pense qu'elle est en pourparlers pour devenir, enfin, pour intégrer Végétal d'ici. Et c'est vraiment une Ah, chouette voilà. pépinière, effectivement, de plantes indigènes. Mais voilà, elle est très, très dynamique. Donc, n'hésitez pas à la suivre, c'est sûr. Et alors, une dernière question que j'ai relevée par rapport aux artisans du végétal, on demandait si c'était aussi valable pour la Belgique, du coup. Les artisans du végétal, oui, effectivement, si vous avez tapé artisans du végétal dans vos recherches, vous risquez de tomber sur le site français, mais on a un site belge et le lien qui est repris dans dans notre PowerPoint, c'est la fatigue, dans notre PowerPoint va directement sur la page belge des artisans du végétal, parce que c'est un mouvement qui est né en France et qui a été adopté par la Belgique. Et bon, voilà, j'ai ah si, encore une petite remarque par rapport aux lierres, comme quoi il faut quand même faire attention, parce qu'apparemment, une expérience d'une maison qui s'est effondrée, une maison d'un voisin qui s'est effondrée Si c'est à suite Beauvechain, à...
Si c'est à Beauvechain, je ne sais pas quelle est la personne qui a donné ça, mais si c'est à Beauvechain, euh, ça m'a été rapporté pendant ma conférence et le conseiller en environnement, qui heureusement, parce que moi je connaissais pas les lieux, était présent sur place, a expliqué que c'était pas le lierre qui avait fait s'effondrer la maison, que c'était, il y avait des glissements de terrain ou je ne sais plus les conditions exactes, mais qu'il a rappelé les conditions exactes dans lesquelles s'était passé cet effondrement et que effectivement la maison était rempli de lierre, mais que Ouais, c'était pas le ouais. lierre qui avait fait s'effondrer la maison. Donc rassurez-vous, Confirmation, confirmation que c'est bien à Beauvauchin. voilà. Renseignez-vous auprès de l'éco-conseiller de Beauvechain parce qu'il a expliqué vraiment les tenants et les aboutissants de cela. Ça ne veut pas dire, je tiens quand même à faire une parenthèse, euh, on vous conseillera quand même d'implanter, par exemple, si c'est du lierre, de l'implanter sur un mur sain. Effectivement, pas sur un mur qui a déjà des soucis, par exemple, d'humidité ou sur des structures qui ont des soucis voilà, techniques. Le lierre ne va pas, comme il le fait sur les arbres, il ne va pas aggraver la situation. Je pense qu'il y a une photo dans où on montre un mur sain, où on délière complètement et on voit bien que la façade n'a pas été abîmée. Maintenant, si votre façade a subi voilà, est fragilisée, on ne va pas vous conseiller d'installer du lierre. Il y a tout autre type de plantes qui vont se prêter à cette végétalisation dans ce cas-là. Mais voilà. Ok, ben, je n'ai plus de questions. Je pense que tu as répondu à toutes les interrogations. Oui, non, je reparcours une dernière fois le chat, mais plus de questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Donc, le PowerPoint et l'enregistrement vous seront envoyés dans quelques jours, comme d'habitude. Un peu de patience. Et vous aurez les slides avec tous les liens et toutes les références qui sont données. N'oubliez pas de répondre au questionnaire de satisfaction si ce n'est pas encore fait. Il sera aussi renvoyé dans le mail avec l'enregistrement si jamais vous préférez répondre un peu plus tard. Mais voilà, c'est toujours important d'avoir votre retour. Et du coup, bah, j'espère qu'on se rencontre prochainement, par exemple le 15 octobre pour les techniques de désherbage alternatifs aux pesticides. Un grand merci à tous et merci Julie pour Merci m'avoir bien Cyril, aidée. avec plaisir. Allez, bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Bonne soirée.